la grande édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. D'abord, des excuses pour ce gros retard avec lequel nous débutons cette édition d'information. Et sans transition, voici le sommaire de votre journal. En novembre 2022, il y aura 8 milliards d'individus dans le monde, chiffre publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Un discours du ministre du Plan est à suivre dans ce journal. Puisqu'on parle des populations, coup de projecteur sur Louzizila, quartier célèbre où se retirent nombreux chrétiens pour des prières. Ce coin n'a pas d'eau potable ni de route asphaltée. Nos reporters sont arrivés dans cette localité, c'est à Kinshasa, la capitale. Une autre catégorie des populations, les personnes vivant avec handicap. Elles sont désormais protégées par une loi promulguée récemment par le président de la République et publiée au journal officiel. Quelle est la prochaine étape? Quelles sont les innovations apportées par cette loi? On en parle justement dans cette édition d'information avec notre invitée, la ministre Irène Essambo Diatta. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Oh, je suis dans la joie parce que vous savez, c'est la toute première fois que la République démocratique du Congo est dotée d'une loi. Cette loi qui a été demandée par la Constitution depuis 2006 et aujourd'hui, plus de 13 ans après, c'est avec l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'aujourd'hui on a cette loi. Donc pour moi, je suis au comble de ma joie. Merci. Je vous garde encore sur ce plateau pour en parler avec beaucoup de détails. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci. Le président de la République demande des comptes aux différents responsables derrière des réformes initiées pour l'amélioration du climat des affaires. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué la deuxième réunion d'évaluation sur la mise en œuvre. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur cette activité du chef de l'État. Ouverture ce lundi à Lilongwe des travaux de la 51e Assemblée du Forum parlementaire. La délégation congolaise à ces travaux est conduite par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. L'énergie en termes d'efficacité, de viabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADC est la thématique qui mobilise de ce lundi 11 juillet 2022 l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC à Lilongwe au Malawi. Tout en se félicitant de la présence du président en exercice de la SADC, le Malawite Dr Lazare Chakwera, le président en exercice du Forum parlementaire de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Diapwanga, a été très insistant sur les questions de l'énergie, du changement climatique et sur la sécurité alimentaire. La résolution de cette crise énergétique permettra aux États de la SADC de se libérer des entraves énergétiques qui plombent le développement. C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupantes qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays membres de la SADC payent un lourd tribut des affres du terrorisme. En effet, nul n'ignore que le M23 qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo constitue les bras armés du Rwanda. Les mêmes préoccupations énergétiques seront à l'ordre du jour du 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui aura lieu à Kinshasa en août prochain. C'est à cette occasion que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Revenons au pays, une police de proximité pour atteindre cet objectif. La police nationale congolaise a initié, avec le concours de ses partenaires, le projet de professionnalisation. Aujourd'hui, la première réunion du comité de coordination de ce projet a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assé. Le reportage de Bobé Tengali Samba, José Baïtouambo et Papimbongo.
C'est la toute première réunion du comité conjoint des coordinations pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, réunion marquée par la signature du compte rendu de discussion du procès verbal amendé par le commissaire général de la police, le général Dieudonné Amouli, et le représentant résident de la JICA. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, P4P tombe à point nommé car c'est une réponse aux besoins de recyclage de la police. Daniel Asselokito Wakoy a souligné l'apport des partenaires dans cette réforme dont la JICA. Le présent projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix, P4P, vient à point nommé répondre aux soucis d'une police redevable et proche de la population qui inspire confiance, une police formée et équipée. Tout ceci matérialise la vision du chef de l'État d'offrir au peuple congolais une police moderne. P4P vient prolonger la liste de différentes réalisations du Japon en RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer l'engagement de la JICA à appuyer d'une manière continue la PNC au processus de la réforme. S'inscrivant dans le cadre de la réforme de la police, P4P vise au final la formation, l'implantation et le déploiement d'une police de proximité dans les zones pilotes, notamment à Kimbantseke dans la Tchangou, une commune en proie au problème du banditisme. Cybercriminalité et cyberinsécurité. Des officiers de la police congolaise sont à l'école pour apprendre des nouvelles stratégies autour de ces deux concepts. Une formation organisée grâce au partenariat entre le gouvernement et un opérateur privé. José Baïtouambo, Georges Frédéric Ndibou. Avec l'usage grandissant de l'Internet et des téléphones, accroître la cybersécurité devient un enjeu clé dans un contexte de montée de menaces numériques. Cet atelier de renforcement de capacité des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge du système informatique qu'organise le secrétariat à la défense autour du thème sensibilisation à la cybersécurité et cybercriminalité, trouve sa pertinence dans la mesure où il permettra aux séminaristes de renforcer leurs capacités à lutter contre la cybercriminalité. Durant 5 jours, vous allez bénéficier d'une formation d'haute facture ayant pour objectif autre ce qui suit. Saisir le niveau d'importance de la sécurité de données. Connaître et comprendre les fonctionnements logiciels malveillants. Se rendre compte des risques liés aux diverses activités sur Internet. Pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant qui a procédé au lancement de ces travaux, ce séminaire est une occasion pour les FARDC de se préparer selon de stratégies appropriées pour minimiser les risques. Dr Gilbert Kabanda Kourenga les a appelés à plus d'assiduité. Nous devrons donc comprendre que ce séminaire vient à un moment où chacun de vous, chacun de nous tous, doit réaliser le rôle de la cybercriminalité dans les opérations à l'est du pays. Au sortir de ce séminaire, nous devons, vous et moi, rapidement nous mettre à l'œuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. Ceci confirme la volonté du gouvernement de renforcer la défense numérique. Ouvert ce lundi 11 juillet, ce séminaire de renforcement de capacité s'étendra jusqu'au 15 juillet. Recensement biométrique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao poursuit la campagne de sensibilisation pour l'identification du personnel. Dernière étape, l'Assemblée nationale. C'est important de venir me mettre d'abord à leur écoute pour qu'ils puissent me parler de différentes préoccupations, de différents problèmes qu'ils rencontrent dans l'accomplissement de leurs tâches. Vous savez que moi je suis un partisan du dialogue social. Le dialogue est l'arme la mieux futée, la mieux appropriée
pour résoudre les différents problèmes qui se posent au sein de l'administration. Et c'est dans ce sens-là que j'ai lancé le concept face à face avec les différents agents et fonctionnaires. Mais au regard du fait que ceux qui sont ici à l'Assemblée nationale travaillent, évoluent aux côtés des politiques, j'ai fait le choix de venir vers eux, de venir moi-même m'entretenir avec eux. Donc il y a eu 2-3 rendez-vous qui avaient raté. Aujourd'hui, on l'a accompli. Et donc ils m'ont exprimé leurs préoccupations qui vont être examinées et rencontrées dans les jours qui viennent. Mais nous avons aussi échangé autour de certaines réformes clés qui sont actuellement en cours pour qu'eux aussi à leur niveau puissent nous aider à relever ces défis. C'est le défi de maîtriser les effectifs au sein de l'administration, c'est le défi de relancer la retraite, c'est le défi de rajeunir qualitativement notre administration publique, de mieux gérer les carrières de différents agents au sein de nos administrations, de dématérialiser l'administration publique, de rendre beaucoup plus efficace et améliorer les services ou la qualité du service public. Je l'ai dit au sommaire, la barre de 8 milliards d'habitants sur la planète va être franchie en novembre 2022. L'Inde va détrôner la Chine en termes de population. Des statistiques publiées aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Je vous propose d'écouter le ministre du Plan, Christian Mwando Simba. Compatriotes, le 11 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la population sur un thème d'actualité portant sur les questions de population et de développement. Depuis 1990, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de pérenniser cette journée en souvenir du 11 juillet 1987, date à laquelle la population mondiale avait franchi le cap de 5 milliards d'habitants. Mes chers compatriotes, le thème retenu en 2022 pour la Journée mondiale de la population est « Un monde de 8 milliards d'habitants vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour sensibiliser la communauté nationale sur la nécessité de nous prémunir des problèmes démographiques à venir, mais surtout rappeler l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo sur les options stratégiques, mettre en œuvre sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de couverture santé universelle. Ce programme permettra d'améliorer la prise en charge des groupes vulnérables, des femmes enceintes, des accouchements et des soins aux nouveau-nés à travers le pays. Je voudrais saisir l'occasion de la Journée mondiale de la population pour exprimer aux partenaires techniques et financiers et plus particulièrement au Fonds des Nations Unies pour la population les remerciements du gouvernement pour leur appui dans la prise en compte des besoins des femmes et des enfants et lancer un appel à tous les acteurs du développement pour investir dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la planification familiale, la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration du système statistique national. Propos recueillis par Peggy Mukunda. Direction le quartier Luzizila, route inexistante, déplacements difficiles, carence en eau potable, bref, une précarité quotidienne. Cette localité est très fréquentée par ceux qui ont besoin de s'isoler pour des moments de prière. Regardez ce reportage de Gina Daniel Ouabiwa. Braver cette route des terres sablonneuses du quartier Kogelos pour atteindre la localité de Luzizila nécessite de l'endurance, surtout pour les conducteurs des taxis motos. Située dans la commune de Mangafula, Luzizila se voit de plus en plus peuplée et des maisons construites. Cependant, cette localité garde en elle les stigmates d'un milieu enclavé. Pas des routes asphaltées, les infrastructures scolaires ou sanitaires quasi inexistantes. Une situation défavorable, surtout pour la population.
L'eau est rare. On n'a pas de courant permanent ici. Nous, les mamans, nous souffrons avec nos enfants, surtout les élèves. Les milieux est enclavé. Je n'ai pas assez de clients et c'est difficile pour moi, autant pour les commerçants de cette partie de Kinshasa. Il y a des années, les taxibus arrivaient jusqu'ici, mais l'érosion a tout chambardé. Nous voulons aussi des routes. Nous parcourons de grandes distances à pied. En attendant son désenclavement, la majorité de la population de Luzizila emprunte les trains en provenance des Kasangulu pour se rendre à la gare centrale. Depuis le 5 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance portant réintégration de certains agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite prématurément, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, sont réintégrés et replacés en activité de service dans l'administration publique à leur grade respectif au moment de leur mise à la retraite pour la période restant à l'exercice à exercer à compter de la date de la présente ordonnance. Les agents de carrière de service public de l'État mis à la retraite prématurément, dont les noms, post-noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 5 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juillet 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Niembo, directeur de cabinet. La rivière Njili est polluée par des déchets plastiques déversés par la population. La Régie des eaux tire la sonnette d'alarme. Une descente sur le terrain a permis au ministre des Ressources hydrauliques de faire ce constat. Et puis, en attendant la fin des travaux de construction de la première phase de l'usine de Lemba Imbu, une solution palliative est en train d'être testée pour refouler directement de l'eau vers les consommateurs. Marie Kalong, reportage. La première phase de l'usine de Lemba Imbu, d'une capacité de 35 000 mètres cubes le jour, va bientôt desservir en eau potable les populations des communes de Njili et Kimbanseke. En attendant la construction du réservoir, une solution palliative a été trouvée entre la Régie des eaux et le maître d'ouvrage. Il s'agit des essais de machines de rinçage du réseau, et cela pendant 2 semaines, a dit le ministre Olivier Mwende Mukaleng pendant la visite d'inspection. Ce projet, dans sa première phase, touche à sa fin. Nous avions un petit retard qui était lié à la construction du réservoir. Dans un premier temps, les responsables de la Régie des eaux ainsi que les maîtres d'ouvrage ont trouvé une solution palliative. Et cette solution, c'est un bypass qui nous permet de refouler l'eau directement vers le consommateur. Et là, en ce moment, nous sommes en période d'essai. À l'usine de Njili, la tournée du ministre a commencé par le centre de captage où se déroulent les travaux de réhabilitation. Olivier Mwende a fait le constat malheureux de la présence des déchets poubelles dans la rivière. Nous avons des problèmes qui sont essentiellement liés à l'exploitation. C'est ainsi que, en ce moment, la Régie des eaux est en programme avec la Banque mondiale pour la réhabilitation de certains groupes. Mais ce que nous remarquons aussi, c'est qu'il y a une responsabilité de la part des différents services, que ce soit au niveau de la ville. Il s'agit notamment des déchets que nous voyons qui sont rejetés par la population dans les cours d'eau et donc qui se retrouvent au point de captage d'eau de la Régie des eaux. Et ce qui constitue un gros problème, les pompes sont endommagées par
tous ces rejets qui viennent dans les cours d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux SA, Jonas Didier Ntatou Salabiakou, a donné la politique de gestion de ces déchets dans cette première usine de la République et de Kinshasa d'une capacité de 330 000 mètres cubes le jour qui prend en charge 65% de la population quinoise. À noter que l'usine de Njili a été construite en 3 phases, 1971, 1984 et pour terminer la 3e phase en 2010. Santé, près de 10 000 candidats ont passé aujourd'hui le jury national des épreuves des instituts de technique médicale. Les épreuves vont durer 4 jours. C'est la vice-ministre de la Santé qui a donné le ton. Redépendre d'un reportage. Lancement ce lundi 11 juillet 2022 du jury national pour les instituts d'enseignement médical IM et instituts techniques médical ITEM consacrés à l'enseignement des sciences de santé. C'est l'INPES, Institut national pilote des sciences de santé, qui a servi de cadre. La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba Nkoulou, a donné le coup d'envoi en présence du directeur de la 6e direction, Désiré Bapitani, et des représentants de l'agence japonaise de coopération JICA. Au total, 9 908 apprenants finalistes vont démontrer leur capacité d'assimiler la matière apprise. 54% des filles contre 46% des garçons reçus cette année. Selon la vice-ministre de la Santé, ces épreuves s'inscrivent aussi dans la vision du chef de l'État qui veut que la couverture santé universelle soit effective. La particularité de cette session est la participation d'une candidate finaliste non-voyante dans la filière masseur-kinésithérapeute. La vice-ministre loue le courage de cette non-voyante qui passe ses examens avec l'aide de l'écriture braille et d'un pinceau. Vous êtes l'avenir de ces pays et nous vous encourageons pour que ces épreuves ne vous effraient pas. Je voudrais particulièrement féliciter notre apprenante de la filière kinésithérapie, mais ma soeur. Ce n'est pas facile, mais elle a tenu bon. Pour asseoir la filière de ma soeur kinésithérapeute, Véronique Kilumba mène un plaidoyer auprès de la JICA en vue de doter cette filière des équipements modernes. Toujours à la date du 5 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents de carrière, des services publics de l'État, des différents ministères, ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant mise à la retraite des agents de carrière, des services publics de l'État au grade de secrétaire général, directeur et chef de division du ministère des Finances. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er, l'article 2 de l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État, des différents ministères, ainsi que l'article 2 de l'ordonnance du 2 juillet 2010 portant mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État au grade de secrétaire général, de directeur et de chef de division du ministère des Finances sont modifiés de la manière suivantes: sont promus au grade de secrétaire général et mis à la retraite avec bénéfice d'honorariat, respectivement à partir des ordonnances précitées, les agents dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 5 juillet 2022. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo. La liste de toutes ces personnes est à retrouver au journal
officiel. Lutte contre la Covid-19. Les points pour se faire vacciner ont été placés dans plusieurs carrefours et dans les hôpitaux de référence à Kinshasa. Cette stratégie de village riche a contribué à augmenter le taux de personnes vaccinées. Eugénie Dadachabani, reportage. Plus de 100 000 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 du 29 novembre 2021 à juillet 2022. Les vaccinodromes installés par Village Rich dans différents sites de vaccination contre la Covid ont augmenté les taux de vaccination traduits par une moyenne hebdomadaire de 125% depuis le 1er mars 2022. Ces vaccinodromes installés à Kalamu, Njili, Massina et Gombe dans la ville-province Kinshasa a facilité l'accès du vaccin de Covid et l'acceptation de ces vaccins par les réfractaires et les anti-vaccins. Toutes ces données ont été explicitées au stand installé à l'esplanade du siège de Village Rich à la journée porte ouverte organisée ce vendredi 8 juillet de 9h à 16h. Journée qui a servi d'opportunité d'expliciter par Village Rich et ses partenaires, le ministère de la Santé, par les billets du programme élargi de vaccination, des activités menées pour améliorer la couverture vaccinale et lutter contre certaines épidémies, notamment la fièvre jaune. Pour l'approvisionnement des vaccins et des médicaments essentiels dans les zones et aires de santé d'accès difficile de la République, Village Rich utilise les drones pour le transport des kits. Profitant de la visite du représentant du ministre de l'Intérieur à cette journée porte ouverte, les responsables de Village Rich ont plaidé pour l'autorisation du survol des drones dans l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Une grande innovation en RDC du Village Rich est l'intégration du vaccin Covid-19 dans la vaccination des routines avec comme centre pilote la maternité et hygiène d'Njili. Des scènes de liesse observées aujourd'hui dans différents centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap. Ces personnes savourent la promulgation de la loi portant protection justement de cette catégorie des Congolais. Cette loi est publiée au journal officiel. Regardez ces images commentées par Diane Balaka. C'était la liesse au ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables au motif la promulgation le 13 mai 2022 de la loi organique portant protection et promotion des droits de personnes vivant avec handicap par le chef de l'État et aussi sa publication le 1er juin 2022 au journal officiel. Dès partout où nous sommes passés, à la FECOPEA, Fédération congolaise de personnes handicapées au siège social dans la commune de Kassavubu, ou au centre Achad, à Lingwala, l'association des couturiers pour le développement, et au centre de Mouchi pour handicapés physiques, toujours à Lingwala. C'est la joie et des messages de remerciements au président de la République pour la matérialisation de la vision portant du principe « Ne laisser personne pour compte » en référence au partenariat mondial de l'agenda 2030 issu des objectifs de développement durable. Nous sommes vraiment très contents de voir la loi organique sortir. Nous disons félicitations à Maman ministre pour le travail qu'elle a fait. Nous félicitons aussi Madame Bazaï pour vraiment avoir travaillé. Pour que cette loi puisse sortir, nous avons grand merci à son excellence Félix. Vraiment, nous sommes très fiers et très contents. Nous disons longue vie à cette maman. La prochaine étape pour la ministre Irène Essambodiata est l'élaboration et la mise en œuvre de mesures d'application à travers l'installation d'une administration de services entendu, la création d'un secrétariat général au bénéfice de PVH et tant d'autres instruments. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de suivre avec nous ce reportage. On vous a suivi aussi avec des allées et venues au Parlement pour pousser justement pour qu'il y ait cette loi qui a été promulguée par le chef de l'État, aujourd'hui disponible sur le site du journal officiel. En fait, c'est une victoire. Que représente cette loi pour cette catégorie de personnes ? Au fait, cette loi, c'est quelque chose qui a été voulu par la Constitution. Et comme je le disais au début, c'est depuis 2006 que les constituants avaient demandé à ce que la RDC soit dotée de cette loi. Et cette loi a traîné plus de 13 ans au Parlement sans être adoptée.
Et voilà que le président de la République arrive, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il pousse avec sa vision novatrice pour que la République soit dotée de cette loi. Et je voudrais ici lui remercier au nom de toutes les personnes avec handicap. Vous savez que même si nous n'avons pas de statistiques, mais selon les estimations, les personnes avec handicap sont à plus de 13 millions de la population générale de la République démocratique du Congo. Et depuis que toutes ces personnes ont appris que le président a promulgué cette loi, je reçois toujours des messages pour lui dire merci et lui demander de continuer son appui pour les personnes avec handicap. Très bien. Et pour nous, vraiment, c'est un message que nous voulons adresser à son Excellence et à toutes les autres catégories pour dire cette loi est notre loi, c'est la loi de la République, il faut l'appropriation par tout le monde. Voilà, la loi existe désormais. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les innovations, les quelques innovations qu'elle apporte? Oui, d'abord, il faut dire que cette loi concerne 3 axes fondamentaux. Il s'agit de l'axe promotion des droits des personnes avec handicap, il s'agit de l'axe protection des droits des personnes avec handicap et de l'axe participation des personnes avec handicap. Et dans tous ces axes, il y a des innovations. Je peux ici épingler quelques innovations. Par exemple, aujourd'hui, la loi appelle à la réglementation du taux de participation ou, si vous voulez, du taux de représentativité des personnes avec handicap dans l'administration publique et dans tout ce qui concerne le fonctionnement de l'État. Donc, c'est pour nous une première. Vous voyez, la personne avec handicap a été longtemps oubliée et aujourd'hui qu'on parle de sa participation comme citoyenne de la République, c'est pour nous vraiment un sujet de joie. La loi met l'accent sur l'autonomisation. Vous voyez, sur la ville, il y a beaucoup de personnes avec handicap qui sont en train de mendier. Aujourd'hui, la loi nous amène à des mécanismes concrets pour lutter contre cette marginalisation. Et ici, si vous voulez, je peux citer la mise en place d'un fonds national pour l'accessibilité et l'autonomisation des personnes avec handicap. Aujourd'hui, donc, tous les projets des personnes avec handicap vont trouver un répondant où ils peuvent s'adresser pour avoir de l'appui. Et c'est pour nous un sujet de joie. Merci Madame la Ministre. Pour terminer, la loi est disponible. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, parmi les choses à faire, il y a d'abord, il faut la vulgariser. Il faut que la loi soit connue. Il faut que tout le monde, parce que cette loi vient confirmer le caractère transversale de la donne handicap. Donc, puisque c'est une donne qui est transversale, il faut que tous les acteurs, que vous soyez du domaine social, que vous soyez du domaine économique, politique ou autre, vous devez connaître cette loi et savoir ce que vous devez faire. Et après ça, nous avons toute une litanie de mesures d'application que nous sommes appelés à mettre en place et nous y travaillons déjà. Et je sais qu'avec l'accompagnement du gouvernement et compte tenu de la vision du président de la République, qui veut que personne ne soit laissé pour compte, ces mesures seront incessamment adoptées et nous allons mettre en œuvre notre loi. Merci Madame la Ministre pour toutes ces informations et très bonne soirée. Merci beaucoup François. Poursuivant cette édition d'information, le président de la Cour des comptes recommande à toutes les personnes, à toutes les provinces de déposer dans le délai les projets dédits. Jimmy Munganga a lancé ce message après avoir reçu le projet dédit portant reddition des comptes du budget de la province du Congo central. Riki Nzuzilo et Tony Djouma, explication. Il y a peu, le gouvernement provincial du Congo central, mis en place par le tout nouveau gouverneur Guy Badundungidi, vient de s'activer pour se conformer au principe de la redevabilité. Après des moments d'instabilité politique dans ces provinces, son ministre provincial des Finances et du Budget, Babi Vangu, vient de déposer à Kinshasa au greffe de la Cour des comptes le projet dédit portant reddition des comptes du budget de la province du Congo central, exercice 2021, selon les dispositions légales. La reddition des comptes est accompagnée d'un certain nombre de documents. Après examen de la Cour des comptes permet d'éclairer la religion de l'Assemblée provinciale, dans notre cas, dans le cas d'espèce, sur la manière dont le dernier exercice clos a été géré. Donc le document, on l'a déposé, on attend les observations
de la Cour. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, qui a reçu un entretien le ministre provincial Vangu, a félicité le Congo central pour cet exercice avant de formuler quelques recommandations. Donc les ordonnateurs doivent nous transmettre trimestriellement les données d'élection du budget en recette comme en dépense concernant le trimestre précédent. Lorsque les données consolidées nous arrivent, nous faisons le rapprochement. Peu avant, une séance de travail a mis en face Babi Vangu au président des chambres de la Cour des comptes. Politique, l'UDPS décide d'arrêter des stratégies communes pour les actions à mener pour affronter l'année électorale. Décision annoncée à l'issue de l'atelier organisé à Kisantu au Congo central à Lambikai. Ils se sont retirés de tous les bruits de Kinshasa pour se concentrer sur l'avenir politique de leur parti à Kisantu dans le Congo central. Sous son leadership éclairé, le secrétaire général a réussi à réunir toutes les tendances qui rendaient lourde cette machine politique dans son fonctionnement. Pendant 3 jours, ces cadres de l'UDPS ont posé les diagnostics sans complaisance de la vie du parti présidentiel avant de se projeter dans l'avenir. Les questions relatives au processus électoral ont été aussi abordées avec sérénité en vue de cogiter une stratégie devant permettre les partis à conserver le pouvoir et avoir une majorité au Parlement. À la suite de ces travaux, un package de résolutions et de recommandations a été pris pour se mettre en ordre de bataille. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Nous devons quand même nous mettre ensemble et voir comment est-ce que nous allons affronter ces élections-là. C'est ce que nous venons de faire. Avec cette unité affichée par tous ces caciques de l'UDPS autour de leur charismatique secrétaire général Augustin Kabouya, la voie des échéances électorales de 2023 vient d'être balisée. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée ces assises. Les idées de Martin Fayoulou en congrès. Les travaux se tiennent à Kisangani, ville martyre. Ce deuxième congrès, tenu 7 ans après le premier, lance le message Congo uni. Commentaire de Fifi Mukundi. L'engagement pour la citoyenneté et le développement est sidé en congrès ordinaire dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Les CID a choisi le centre culturel français pour l'accueil des délégués venus de toutes les 26 provinces du pays. Ces derniers vont réfléchir pendant 4 jours sur les thèmes principaux Congo Ekolo Moko, entendez Congo Uni. C'est son président Martin Fayoulou Madidi qui a procédé à l'ouverture de ce congrès, deuxième du genre, devant se tenir du 11 au 14 juillet 2022. Ces assises sont consacrées aux questions relatives à la redynamisation du parti en prévision des échéances électorales de 2023, à en croire Martin Fayoulou. Voilà pourquoi le thème de notre deuxième congrès ordinaire est Congo Ekolo Moko pour souligner l'importance du combat qui nous attend, celui de défendre notre pays contre sa balkanisation et appuyer sur le champignon de la cohésion nationale qu'il nous faut à tout prix préserver. Ceci passe par les élections libres, crédibles, impartiales et apaisées. Au terme de ce congrès, les CID attend se mettre dans l'ordre des batailles pour les futures élections de 2023. Toujours à la date du 5 juillet 2022, le président de la République a signé une ordonnance rapportant partiellement l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'État des différents ministères ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant révocation des agents de commandement de carrière des services publics de l'État, des ministères des Finances et du budget. Je vous épargne certains détails vu les dossiers des personnes intéressées. Le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, sont partiellement révoqués l'ordonnance du 31 juillet 2009 portant révocation des agents de commandement de carrière de services publics de l'État, des différents ministères, ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2010 portant révocation des agents de commandement de carrière de services publics de l'État, des ministères des Finances et du budget en
en ce qu'elle vise les agents dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules repris en annexe à la présente ordonnance, article 2, sont réintégrés à leur grade respectif occupé à la date du 31 juillet 2009 et du 2 janvier 2010 au sein de l'administration publique. Les agents de commandement et de cadre de carrière de service public de l'État des différents ministères ayant été révoqués et visés à l'article 1er de la présente ordonnance, article 3. Les droits des agents de carrière de service public de l'État visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, mais décédés avant la date de la signature de la présente ordonnance sont préservés et leur d'évolution est faite conformément à la législation en vigueur. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 5, le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 5 juillet 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 5 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. Cela fait 24 ans depuis que le roi Bayeke était intronisé. Cet anniversaire était célébré avec faste dans la province du Haut-Lomami. Très retentissant, célébré ce 9 juillet 2022 à Bunkeya, capitale du royaume des Bayeke. 4 juillet 1997, 4 juillet 2022, 24 ans de pouvoir, irrévocable à la tête d'une chefferie géante. Depuis son accession au trône royal, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantumu Nongo Godofroid Junior incarne l'unité, rénove, ou mieux plus, bâtit le développement de tout un peuple. À l'échelle internationale, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantumu Nongo Godofroid Junior est ce chairman de roi d'Afrique qui fait respecter le pouvoir coutumier dans les concerts du monde politique, selon l'ambassadeur du Sénégal. Des mots, il en faut pour peindre le tableau de l'événement. Son Excellence Modéron Simba Matondo, ministre national du tourisme, le place dans un sens historique, culturel et sociopolitique dans l'existence de la République démocratique du Congo. Je nous souhaite la plus belle fête en proposant que la vraie histoire d'Ntiri et toute la succession de Bayeke soient enseignées correctement dans nos écoles à tous les niveaux. Venus de tous bords du monde, les invités des marques et toute la population de la chefferie de Bayeke se sont joints à Sa Majesté Mwami Mwenda Bantumu Nongo Godofroid Junior pour lui exprimer leur soutien indéfectible et lui souhaiter longue vie et un règne fructueux. À l'unisson, tout le peuple crie « Vive le roi, vive notre roi ». La direction générale de la CNSS informe ses partenaires ainsi que les prestataires sociaux du régime général de la sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2022 débute le jeudi 14 juillet 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle demande à chacun des bénéficiaires de bien vouloir se diriger auprès de la banque ou du centre de gestion de son ressort pour y percevoir son paiement. Par ailleurs, la direction générale rappelle à tous les responsables des centres de gestion de la CNSS de s'impliquer personnellement pour la réussite de cette opération. C'est signé le directeur général intérimaire, Dr Jean-Simon Fouti Kiakou. L'enrôlement des jeunes dans l'armée est un état d'esprit patriotique. Le regroupement politique Alliance pour l'alternance encourage le recrutement des jeunes dans les forces armées. Son coordonnateur l'a dit au terme d'une matinée politique. L'Alliance pour l'alternance s'associe à tous ceux qui soutiennent les forces armées congolaises. Ces regroupements politiques alliés au mouvement de libération du Congo MLC a convié ses militants à une matinée politique au stade municipal de Massina.
Question de les entretenir sur les scrutins à venir et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau de l'APA, nous soutenons sans réserve nos militaires du front. Nous devrons aussi nous organiser pour nous défendre. Et pour ce faire, il y a les jeunes pour embrasser le métier des armes. Pour le coordonnateur de l'APA, Joseph Kikatangima, son mouvement travaille d'arrache-pied pour aligner les candidats députés au niveau provincial et national. Nous allons aussi aller en province où nous avons nos structures pour montrer à ceux qui doutent encore de nous que nous existons, qu'il faudra compter avec nous. C'est une marque de confiance et MLC pense qu'il peut écrire une page politique dans l'avenir avec ce regroupement politique. Il a par ailleurs salué la remise du masque Soukou et la restitution de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba par la Belgique. Autre temps fort de cette rencontre, la présentation de cadres de l'APA, de son parti politique Union congolaise pour le changement et d'autres associations. Cette matinée politique augure une série d'activités similaires qui seront organisées à travers le pays. Je l'ai dit il y a quelques minutes, le chef de l'État demande des comptes aux différents responsables derrière des réformes initiées pour l'amélioration notamment du climat des affaires. Félix-Antoine Tshisekedi a convoqué la deuxième réunion d'évaluation sur la mise en œuvre. Fanny Kikoufi, Roger Dieye, Claude Mbouy, reportage. Cette rencontre autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le fruit d'un engagement ferme du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et assignations ministérielles dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Le président de la République accorde une attention particulière à ce processus en vue d'assainir l'environnement des affaires et attirer plus d'investisseurs dans le pays. Vous savez que la question du climat des affaires est une question qui tient particulièrement à cœur le président de la République parce qu'il est question de voir comment nous puissions attirer les investisseurs et améliorer pour ceux qui sont là le travail qui est fait. Et donc cette réunion est une réunion, je dirais statutaire parce qu'elle se tient trimestriellement où nous faisons l'évaluation de la mise en œuvre de réformes. Alors, 17 ministres et réformateurs, suivant le terme utilisé, ont participé à cette réunion où il était question de faire l'évaluation depuis la dernière des progrès qui ont été réalisés, que ce soit dans les secteurs du commerce extérieur, dans les secteurs des affaires foncières et tous les autres. Il y a 2 points qui nécessitent encore une plus grande implication. Le président de la République a eu notamment l'occasion de redonner des instructions à des ministres à travers sa communication pour que chacun, dans le point qui le concerne, puisse s'assurer que le travail s'efface et que dans l'évaluation attendue au mois d'octobre prochain, qu'il y ait des rapports plus détaillés de progrès réalisés. S'appuyant sur les rapports d'évaluation de la première réunion tenue en janvier dernier, présentés par le coordonnateur AI de la cellule présidentielle du climat des affaires, le chef de l'État a martelé sur quelques points essentiels. Les instructions ont été multiples parce que c'est des questions qui concernent des différents secteurs. Par exemple, la question de contrôle des services aux frontières. On observe que malgré qu'il faut qu'il y ait 4 services, il y a encore d'autres services parasites qui opèrent. Il y a la question du prélèvement pour ce qui concerne les secteurs de l'emploi et prévention sociale, du prélèvement du SMIG. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre les services de la DGI et les services du ministère du Travail, donc de la CNSS, l'INPP. Il y a d'autres questions qui sont liées aux affaires foncières, au secteur de l'énergie, au secteur de l'intérieur, au budget et aux finances. Et donc, c'est un répertoire des 17 ministères. Les moments venus, nous pourrons vous communiquer dans les détails ce qui a été convenu et ce qui a sur papier. L'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, un cheval de bataille pour le président Félix et son gouvernement. Privilégiant le dialogue public-privé pour assainir le secteur des investissements, le chef de l'État va réunir dans le tout prochain jour les opérateurs économiques, ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques afin de recueillir leurs assignations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en République démocratique du Congo ainsi que leur regard sur les efforts institutionnels pour répondre à leurs différentes requêtes.
Et voilà, ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je vous fixe un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. C'est tout à l'heure, juste après ce journal. C'est un plateau inédit. La ministre du Genre, Gisèle Ndaya-Luseba, était face aux enfants qui ont délié leur langue sur les pratiques néfastes auxquelles ils font face. On cite la sorcellerie, le mariage précoce, la mendicité. La ministre du Genre a répondu aux questions des enfants dans le cadre de la quinzaine organisée pour la journée de l'enfant africain. Restez avec nous. Je reviens demain à 20h, 23h. José Baïtouambo à la présentation. Bonsoir.